En 1464, dans l'ombre mystérieuse du palais de Westminster. Les cloches résonnent dans la nuit, tandis que l'odeur âcre de la cire envahit l'air. Édouard IV d'Angleterre, roi audacieux, et Elizabeth Woodville, veuve énigmatique, scellent un mariage secret, défiant toutes les règles de la noblesse. Les murmures de la cour s'élèvent sous la lueur vacillante des chandelles. Quel scandale ont-ils déclenché? Le vent hurle, portant des cris de trahison. Plongé dans le mariage secret d'Édouard IV et Elizabeth Woodville, une histoire d'amour défiant toutes les règles aristocratiques où drame et mystère se dévoilent. En 1464, Édouard IV rencontra Elizabeth Woodville. Un amour interdit n'est-il dans l'ombre? Envisionnez-vous dans les sous-bois verdoyants près de Grafton Regis où le chant des oiseaux se mêle au bruit des feuilles et l'odeur de la terre fraîche emplit l'air. En 1464, Édouard IV, roi d'Angleterre à 22 ans, croisa le chemin d'Elizabeth Woodville, une veuve de 27 ans, lors d'une chasse royale. Les chroniques de Dominic Mancini, rédigées avec une précision narrative, décrivent cette rencontre comme un moment décisif dans la guerre des deux roses. La lueur du soleil filtrant à travers les branches éclairait le visage d'Élisabeth, tandis que le vent léger portait des murmures de destin. Était-ce le hasard ou une fatalité? Edward, auréolé de sa victoire à Taunton, régnait avec une confiance éclatante. Fils de Richard d'York, il avait grandi dans les châteaux de Ludlow, entouré de l'odeur de la pierre ancienne et du bruit des épées. Les chroniques notent qu'il était connu pour son charme irrésistible, mais aussi pour une impulsivité qui alarmait ses conseillers. Était-ce cette nature passionnée qui le poussa vers Élisabeth? Les psychologues modernes pourraient y voir une recherche d'autonomie, un rejet des mariages arrangés imposés par la noblesse. Élisabeth, fille d'un chevalier lancastrien, apportait une beauté sereine et une détermination inébranlable. La scène se déroula sous un chêne centenaire où Élisabeth, vêtue d'une robe de lin simple, attendait le roi pour plaider la cause de ses fils. Les chroniques rapportent que Edward, frappé par sa grâce, s'arrêta net, le bruit de son cheval résonnant dans le silence. L'odeur des fleurs sauvages et la lueur dorée du soleil accompagnaient cet instant. Selon Dominic Mancini, elle refusa ses avances initiales, insistant sur son honneur de veuve. Était-ce une stratégie ou une vertu authentique? Les analyses psychologiques suggèrent qu'Élisabeth, marquée par la perte de son mari, développa une résilience émotionnelle, un mécanisme face à l'adversité. Edward, captivé, revint plusieurs fois, ses visites secrètes devenant une obsession. Les bois, avec leurs ombres danseuses et leurs chuchotements du vent, devinrent le théâtre d'un amour naissant. Les conseillers, alertés par les absences du roi, murmurèrent des avertissements, mais Edward, sourd à leur voix, poursuivit sa cour. L'odeur de la mousse et le bruit des branches craquantes accompagnaient ces rendez-vous clandestins. Était-ce un caprice royal ou un sentiment profond? Les historiens débattent, certains voyant en Élisabeth une opportuniste, d'autres une femme de caractère. La forêt, témoin muet de leurs échanges, semblait retenir son souffle. Chaque parole d'Edward, prononcée sous la lueur pâle de la lune lors de rencontres nocturnes, renforçait leur lien. Élisabeth, d'abord réticente, céda progressivement à la sincérité du roi. Les chroniques de Mancini rapportent qu'elle posa comme condition un mariage légitime, refusant de devenir une maîtresse. Était-ce une audace calculée? Les psychologues y voient une affirmation de valeur propre, un refus de se soumettre aux normes qui dévalorisent les veuves. Les semaines passèrent et la passion d'Edward grandit. Il confia à un proche, selon les récits,
que jamais une femme n'avait éveillé en lui un tel désir de liberté. Les bois de Grafton, avec leurs tapis de feuilles mortes et leur silence pesant, devinrent un sanctuaire. L'odeur de l'humus et le cri lointain d'un hibou accompagnaient leur serment. Pourtant, les ombres de la cour planaient. Warwick, le faiseur de rois, ignorait encore cette liaison, mais ses espions rôdaient. Était-ce le début d'une rupture avec les puissants? Envisionnez-vous maintenant dans cette forêt enchantée, où chaque regard semblait sceller un pacte interdit. La rencontre d'Edward et Elizabeth marqua le début d'une romance qui défierait la cour. Les chroniques notent que le roi, malgré les risques, promit le mariage, un serment qui choqua l'Angleterre. L'odeur de la terre humide et la lueur des étoiles accompagnaient leur serment nocturne. Edward, conscient des conséquences, consulta un prêtre discret. Les préparatifs se firent dans l'ombre des arbres, loin des regards. Élisabeth, partagée entre peur et espoir, accepta. Les chroniques décrivent une cérémonie simple, sous un ciel étoilé, avec seulement quelques témoins. Le bruit du vent dans les feuilles et l'odeur de la rosée accompagnaient ce moment sacré. Était-ce un acte de folie ou de courage? La nouvelle, bien que secrète, commença à filtrer. Les courtisans, stupéfaits, virent en Élisabeth une intruse. Edward, déterminé, la présenta comme reine, provoquant un choc général. Les salles du palais, éclairées par des torches, résonnaient de murmures hostiles. L'odeur de la cire et le bruit des pas précipités accompagnaient les réactions. Warwick, furieux, jura de renverser cette union. Était-ce la fin de leur idylle? Élisabeth, désormais reine, affronta les regards méprisants avec une dignité royale. Les chroniques notent qu'elle promut sa famille, attirant les foudres. Les psychologues y voient une tentative de sécurité, un moyen de consolider sa position. Edward, protecteur, défendit son choix, mais les fissures apparaissaient. L'odeur de la fumée des cheminées et la lueur des flambeaux accompagnaient les conseils de guerre. La guerre des deux roses, toujours latente, reprit de la vigueur. Les Lancastriens, enhardis par le scandale, attaquèrent. Edward, distrait par son amour, commit des erreurs tactiques. Les champs de bataille, couverts de boue et de sang, résonnaient du bruit des épées. L'odeur de la mort et la lueur des feux de camp accompagnaient les défaites. Était-ce le prix de son mariage? Élisabeth, au château, priait pour le retour du roi. Les chroniques décrivent ces nuits d'angoisse, la lueur des chandelles éclairant son visage pâle. Les psychologues y voient un syndrome d'anxiété, exacerbé par l'isolement. L'odeur de l'encens et le silence des salles accompagnaient ces veilles. Edward revint victorieux, mais changé. Le mariage, bien que consolidé, portait les graines de la discorde. Warwick, en exil, complotait. Les lettres secrètes, interceptées, révélaient des trahisons. L'odeur de l'encre fraîche et le bruit des seaux brisés accompagnaient les découvertes. Était-ce la fin de leur règne? Envisionnez-vous dans les couloirs sombres du pouvoir, où chaque ombre cache une menace. Le mariage secret d'Edward et Élisabeth, bien que scellé par l'amour, ouvrait la porte à des tempêtes plus grandes. Les chroniques s'achèvent sur une note d'incertitude, laissant planer le doute. Mais un complot plus sombre se prépare dans les coulisses. Le 1er mai 1464, Édouard IV prononça un serment secret. Une union qui allait briser l'Angleterre. Envisionnez-vous dans la petite chapelle de Stony Stratford, où le craquement du bois ancien résonne sous les pas discrets et l'odeur de l'encens froid imprègne les murs de pierre. Le 1er mai 1464, à l'aube, Édouard IV d'Angleterre, vêtu d'un manteau sombre, épousa Elizabeth Woodville,
dans le plus grand secret. Les chroniques de Dominic Mancini rapportent que seuls 3 témoins, un prêtre, la mère d'Élisabeth et une servante, furent présents. La lueur tremblante d'une seule chandelle éclairait leurs visages pâles, tandis que le silence de la nuit était rompu par le murmure du prêtre. Était-ce un acte d'amour ou une folie politique? Edward, roi depuis 3 ans, avait décidé de défier les conventions. Les chroniques décrivent un homme déterminé, les yeux brillants d'une passion inébranlable. Il avait rejeté les alliances proposées avec des princesses étrangères, préférant une veuve sans titre. Les psychologues modernes y voient une rébellion contre l'autorité paternelle, un désir de contrôle total sur son destin. Élisabeth, drapée d'une robe de soie grise, tremblait légèrement, mais son regard restait fixe sur le roi. Était-ce la peur ou l'exaltation d'une femme qui savait ce qu'elle risquait? Le prêtre, un certain Thomas Butler, prononça les paroles sacrées d'une voix étouffée. Le bruit du vent contre les vitraux et l'odeur de la cire fondue accompagnaient chaque mot. Selon Mancini, Élisabeth insista pour que le mariage soit célébré avant toute consommation, refusant d'être une concubine. Les chroniques notent qu'Edward accepta sans hésiter, signe d'un respect inattendu. Les psychologues y voient une dynamique de pouvoir équilibrée, rare dans les unions royales. La cérémonie dura moins d'une demi-heure. À la fin, Edward glissa un anneau d'or simple au doigt d'Élisabeth, le bruit du métal résonnant dans le silence. La mère d'Élisabeth, Jacquetta de Luxembourg, observait avec une expression impénétrable. Les chroniques rapportent qu'elle avait encouragé sa fille, voyant dans ce mariage une chance inespérée pour sa famille. Était-ce une mère ambitieuse ou une femme qui comprenait les règles du pouvoir? Après le serment, le couple passa la nuit dans une chambre attenante. Les chroniques décrivent une intimité discrète, le craquement du lit de bois et l'odeur de la lavande séchée emplissant l'air. Élisabeth, pour la première fois, se permit un sourire véritable. Edward, allongé à ses côtés, murmura des promesses d'amour éternel. Les psychologues y voient un moment de vulnérabilité royale, un roi qui se sentait enfin maître de son cœur. Mais dès l'aube, la réalité reprit ses droits. Edward quitta la chapelle avant le lever du soleil, le bruit de ses bottes résonnant sur les dalles. Élisabeth resta seule avec sa mère, consciente que leur secret ne le resterait pas longtemps. Les chroniques notent qu'elle passa les jours suivants dans l'attente, le cœur serré. L'odeur de la pierre humide et la lueur pâle du jour filtrant par les fenêtres accompagnaient à son anxiété. Pendant ce temps, à la cour, les rumeurs commencèrent à circuler. Warwick, le puissant comte de Warwick, pressentait quelque chose. Les chroniques rapportent qu'il interrogea les serviteurs d'Edward, le ton sec et les yeux froids. L'odeur de la suie des cheminées et le bruit des voix élevées accompagnaient ses enquêtes. Était-ce le début de sa colère? Élisabeth, de son côté, reçut des lettres codées d'Edward. Les chroniques décrivent des mots d'amour écrits à l'encre noire, le bruit du parchemin se dépliant, résonnant dans ses mains tremblantes. Elle les cachait dans un coffret de bois, sous ses robes. Les psychologues y voient une tentative de contrôle sur sa nouvelle réalité, un moyen de se raccrocher à l'espoir. Les semaines passèrent dans une tension croissante. Edward, de retour à Londres, évitait les questions de ses conseillers. Les salles du palais de Westminster, éclairées par des torches crépitantes, résonnaient de murmures inquiets. L'odeur de la cire et le bruit des pas précipités accompagnaient les spéculations. Warwick, furieux d'avoir été tenu à l'écart, jura de découvrir la vérité. Envisionnez-vous maintenant dans les couloirs glacés du pouvoir où chaque ombre semble porter une accusation. Le mariage secret, bien que scellé dans l'amour, devenait une bombe à retardement.
Les chroniques notent qu'Edward, malgré les risques, refusait de renoncer à Elizabeth. L'odeur de l'encre des lettres et la lueur des chandelles accompagnaient ses décisions nocturnes. Elizabeth, enceinte dès les premiers mois, commença à montrer des signes. Les chroniques décrivent une femme qui se retirait dans ses appartements, le visage pâle, mais les yeux déterminés. Les psychologues y voient un mécanisme de défense, une préparation à l'orage qui s'annonçait. L'odeur des herbes médicinales et le silence des chambres accompagnaient ces journées. Warwick, enfin informé, convoqua une réunion secrète. Les chroniques rapportent qu'il frappa du poing sur la table, le bruit du bois craquant résonnant dans la salle. L'odeur de la bière renversée et la lueur des flambeaux accompagnaient sa fureur. Il jura de détruire cette union, voyant en Elizabeth une menace à son pouvoir. Edward, averti, choisit de révéler le mariage publiquement. Les chroniques décrivent une scène dramatique au Conseil royal. Le roi, debout, annonça qu'Élisabeth était sa reine. Le silence tomba, puis les cris d'indignation. L'odeur de la sueur et le bruit des chaises raquant le sol accompagnaient le chaos. Élisabeth fut couronnée en grande pompe, mais les regards restaient hostiles. Les chroniques notent qu'elle marcha dans l'abbaye de Westminster, la tête haute, malgré les murmures. Les psychologues y voient une force intérieure forgée dans l'adversité. L'odeur de l'encens sacré et la lueur des vitraux accompagnaient son triomphe apparent. Mais derrière les apparences, la guerre couvait. Warwick, exilé, complotait avec les Lancastriens. Les lettres interceptées révélaient des alliances secrètes. L'odeur de l'encre traîtresse et le bruit des seaux brisés accompagnaient les découvertes. Était-ce la fin de leur règne? Envisionnez-vous dans les salles sombres du complot, où chaque mot est une arme. Le serment clandestin, prononcé dans l'ombre d'une chapelle oubliée, avait allumé un incendie qui allait consumer l'Angleterre. Les chroniques s'achèvent sur une note de menace imminente. Mais une rébellion plus féroce se prépare dans l'ombre. En septembre 1464, la nouvelle du mariage secret éclata à Westminster. Une révolte royale se prépare-t-elle? Envisionnez-vous dans la grande salle du palais de Westminster, où le bruit des voix élevées se répercute contre les voûtes de pierre et l'odeur de la sueur nerveuse se mêle à celle du vin renversé. En septembre 1464, Édouard IV d'Angleterre annonça officiellement son mariage avec Elizabeth Woodville, provoquant un choc général parmi les nobles. Les chroniques de Dominic Mancini décrivent une assemblée figée, puis un tumulte où les cris de trahison fusèrent. La lueur des torches crépitantes projetait des ombres dansantes sur les visages outrés, tandis que le silence initial fut brisé par le clameur des protestations. Était-ce la fin de l'unité yorkiste? Edward, debout sur l'estrade royale, tenta de justifier son choix. Les chroniques rapportent qu'il parla d'un amour irrésistible, mais ces mots furent noyés sous les huées. Les psychologues modernes y voient une tentative de rationalisation, un roi cherchant à imposer sa volonté face à l'opposition. Élisabeth, à ses côtés, vêtue d'une robe de velours cramoisi, gardait une dignité froide. Était-ce du courage ou une armure contre la honte? Warwick, le comte de Warwick, fut le plus virulent. Les chroniques notent qu'il quitta la salle en claquant la porte, le bruit du bois résonnant comme un glas. L'odeur de la poussière soulevée et la lueur des flambeaux accompagnaient sa sortie théâtrale. Il avait négocié un mariage avec une princesse française pour Edward. Ce secret ruinait ses plans. Les psychologues y voient une blessure narcissique, un homme habitué à contrôler le trône. La cour se divisa en deux camps. Les Woodville, famille d'Élisabeth, reçurent titre et terre. Les chroniques décrivent des promotions rapides.
Son frère devint comte, ses fils chevaliers. L'odeur de l'encre des décrets et le bruit des seaux de cire accompagnaient ces nominations. Les anciens nobles, furieux, murmurèrent des insultes. Était-ce une stratégie d'Élisabeth ou une erreur d'Édouard? Élisabeth, désormais reine, affronta les regards hostiles. Les chroniques rapportent qu'elle traversait les couloirs la tête haute, mais ses mains tremblaient. Les psychologues y voient un syndrome d'imposteur, une femme consciente de son statut précaire. L'odeur de la lavande de ses parfums et le silence pesant des salles accompagnaient ses pas. Warwick, en privé, jura de renverser cette union. Les chroniques décrivent des réunions secrètes dans son château de Middleham, le bruit des verres heurtés et l'odeur du vin chaud emplissant l'air. Il contacta George, frère d'Edward, promettant le trône. Les lettres codées, écrites à l'encre invisible, circulaient. Était-ce le début d'une guerre civile? Edward, alerté par ses espions, renforça sa garde. Les chroniques notent qu'il dormait peu, le craquement des planchers résonnant dans ses appartements. L'odeur de la cire des chandelles et la lueur faible accompagnaient ses nuits blanches. Les psychologues y voient une paranoïa croissante, un roi isolé par son choix. Élisabeth, enceinte de leur premier enfant, se retira à la campagne. Les chroniques décrivent le château de Greenwich, entouré de jardins humides où elle attendait. L'odeur des roses mouillées et le chant des oiseaux accompagnaient ses promenades solitaires. Elle écrivit à Édouard des lettres d'amour, le parchemin craquant sous ses doigts. En 1465, la princesse Élisabeth naquit. Les chroniques rapportent une joie royale, mais la cour resta froide. Warwick refusa de reconnaître l'enfant. L'odeur de l'encens des cérémonies et le bruit des cloches accompagnaient le baptême. Était-ce un signe de faiblesse dynastique? Warwick passa à l'action. Il captura Édouard en 1469 à la bataille d'Edgecote Moor. Les chroniques décrivent le roi enchaîné, le cliquetis des fers résonnant dans la nuit. L'odeur de la boue des champs et la lueur des feux de camp accompagnaient sa captivité. Élisabeth, terrifiée, se réfugia à Westminster. Warwick libéra Édouard, mais le mal était fait. Les chroniques notent que le roi revint changé, les yeux durs. Les psychologues y voient un traumatisme, un homme marqué par l'humiliation. L'odeur de la sueur de la peur et le silence des salles accompagnaient son retour. Élisabeth accueillit Édouard avec des larmes. Les chroniques décrivent une nuit de retrouvailles passionnées, le craquement du lit et l'odeur de la lavande. Mais la confiance était brisée. Était-ce la fin de leur amour? Warwick s'allia aux Lancastriens. En 1470, il envahit l'Angleterre. Édouard s'enfuit en Flandre, laissant Élisabeth seule. Les chroniques rapportent qu'elle se réfugia dans l'abbaye de Westminster, le bruit des prières et l'odeur de l'encens sacré. Envisionnez-vous dans les cloîtres sombres de l'abbaye, où chaque ombre semble une menace. Le mariage secret, jadis source de passion, était devenu une malédiction. Les chroniques s'achèvent sur l'exil d'Édouard. Mais un retour plus triomphant se prépare dans l'exil. En avril 1471, Édouard IV revenait d'exil. Une vengeance sanglante allait-elle sceller son mariage? Envisionnez-vous sur les quais brumeux de Ravenspur, où le clapotis des vagues contre les coques de bois résonne dans l'aube grise et l'odeur salée de la mer du Nord imprègne l'air. Le 14 mars 1471, Édouard IV d'Angleterre débarqua avec une poignée d'hommes fidèles, déterminés à reconquérir son trône. Les chroniques de Dominic Mancini décrivent un roi vêtu d'une armure usée, le visage marqué par l'exil, mais les yeux brûlants d'une résolution féroce. La lueur pâle du soleil levant perçait les nuages, tandis que le bruit des bottes sur le sable humide annonçait son retour.
Était-ce la fin de la domination de Warwick? Edward, accompagné de son frère Richard et de quelques centaines de mercenaires bourguignons, marcha vers York. Les chroniques rapportent qu'il proclama n'être venu que pour le duché de York, ruse pour gagner du temps. Les portes de la ville s'ouvrirent, le grincement des gonds résonnant comme un signe du destin. L'odeur de la fumée des forges et la lueur des torches d'accueil accompagnaient son entrée. Les psychologues y voient une stratégie de dissimulation, un roi maîtrisant ses émotions pour survivre. Élisabeth, réfugiée dans l'abbaye de Westminster, apprit la nouvelle par un messager essoufflé. Les chroniques décrivent une reine accouchant de son fils Édouard dans le sanctuaire, le CRI du nouveau-né, perçant le silence des cloîtres. L'odeur de l'encens et des herbes médicinales emplissait la chambre improvisée. Elle serra l'enfant contre elle, les larmes coulant sur son visage pâle. Était-ce l'espoir ou la terreur d'une mère isolée? Edward avança vers Londres, ralliant des troupes. À Coventry, il rencontra Clarence, son frère traître, qui changea de camp. Les chroniques notent une réconciliation forcée, le bruit des étreintes méfiantes résonnant dans la tente. L'odeur du cuir des armures et la lueur des feux de camp accompagnaient cette alliance fragile. Les psychologues y voient un calcul politique. Edward pardonnant pour renforcer son armée. Le 14 avril, la bataille de Barnet scella le sort de Warwick. Les chroniques décrivent un brouillard épais, le bruit des épées et des cris perçant la brume. Edward, au cœur du combat, tua Warwick de sa propre main. L'odeur du sang et de la boue imprégnait l'air, tandis que la lueur des éclairs révélait les corps tombés. Warwick, le faiseur de rois, gisait mort, son armure fendue. Était-ce la vengeance d'un roi méprisé? Le même jour, Marguerite d'Anjou débarqua avec son armée. Edward marcha vers Tewkesbury. Les chroniques rapportent qu'il envoya un message à Élisabeth. « Je reviens pour toi et notre fils. » Le parchemin taché de boue arriva à Westminster, le bruit des larmes d'Élisabeth résonnant dans le sanctuaire. Le 4 mai 1471, la bataille de Tewkesbury fut un massacre. Edward chargea, le galop des chevaux faisant trembler la terre. Le prince Édouard, fils d'Henri VI, fut tué. Les chroniques décrivent Edward entrant dans le camp ennemi, l'épée ensanglantée. L'odeur de la mort et la lueur des flambeaux accompagnaient la victoire. Marguerite d'Anjou fut capturée, ses cris résonnant dans la nuit. Edward rentra à Londres en triomphe. Les chroniques notent que la foule l'acclama, le bruit des cloches et des cris de joie emplissant les rues. Élisabeth sortit du sanctuaire avec leur fils, la robe blanche flottant dans le vent. Les psychologues y voient un moment de rédemption, une reine passant de l'ombre à la lumière. Mais la vengeance ne s'arrêta pas là. Henri VI fut assassiné dans la tour de Londres. Les chroniques rapportent qu'Édouard visita le prisonnier, le silence pesant, rompu par un coup d'épée. L'odeur du sang frais et la lueur faible d'une chandelle accompagnaient ce régicide. Était-ce nécessaire ou cruel? Élisabeth fut couronnée une seconde fois, en grande pompe. Les chroniques décrivent l'abbaye de Westminster remplie de nobles soumis, le chant des chœurs résonnant sous les voûtes, l'odeur de l'encens sacré et la lueur des vitraux colorés accompagnaient son sacre. Elle porta la couronne avec une grâce nouvelle. Édouard récompensa les Woodville. Les chroniques notent des mariages arrangés pour ses beaux-frères, le bruit des festins résonnant dans les salles. L'odeur des plats épicés et la lueur des chandeliers accompagnaient les célébrations. Mais les rancunes persistaient. Envisionnez-vous dans les jardins du palais de Chêne, où le chant des fontaines se mêle au rire des enfants royaux. Édouard et Élisabeth, enfin réunis, semblaient invincibles.
Les chroniques décrivent des promenades main dans la main, l'odeur des roses et la lueur du soleil couchant. Pourtant, les graines de discorde germaient. Richard, frère d'Edward, observait en silence. Les chroniques notent ses regards froids lors des conseils. Les psychologues y voient une ambition latente, un homme attendant son heure. Élisabeth influença la politique, favorisant sa famille. Les chroniques rapportent des plaintes de nobles exclus, le bruit des murmures dans les couloirs. L'odeur de l'encre des plaintes et la lueur des sceaux accompagnaient les pétitions. Edward, fatigué par les campagnes, montra des signes de faiblesse. Les chroniques décrivent des crises de gouttes, le gémissement du roi résonnant dans ses appartements. L'odeur des remèdes amers et la lueur des chandelles accompagnaient ces nuits doulieuses. En 1475, Édouard envahit la France, mais signa la paix de Piquigny. Les chroniques notent une retraite humiliante, le bruit des troupes déçues. Élisabeth, à ses côtés, tenta de le réconforter. Le couple eut 10 enfants, mais seuls 7 survécurent. Les chroniques décrivent des baptêmes royaux, le cri des bébés résonnant dans les chapelles. L'odeur de l'eau bénite et la lueur des cierges accompagnaient ces moments. Envisionnez-vous dans la chambre royale, où le souffle rauque d'Edward annonce la fin. En 1483, le roi tomba gravement malade. Les chroniques rapportent qu'il dicta son testament, nommant Richard protecteur. Élisabeth, au chevet, pleura. Mais une succession plus sombre se prépare dans l'ombre. En avril 1483, Édouard IV mourut subitement. Un mystère mortel entoura-t-il sa fin? Envisionnez-vous dans les appartements royaux du palais de Westminster, où le gémissement faible du roi agonisant perce le silence et l'odeur âcre des remèdes médicinaux emplit l'air lourd. Le 9 avril 1483, Édouard IV d'Angleterre s'éteignit à l'âge de 40 ans, après une brève maladie. Les chroniques de Dominic Mancini rapportent que le roi, encore robuste quelques semaines plus tôt, fut terrassé par une fièvre soudaine. La lueur vacillante des chandelles projetait des ombres longues sur son visage cireux, tandis que le bruit des prières des chapelains résonnait faiblement. Était-ce une maladie naturelle ou un poison discret? Elizabeth Woodville, à son chevet, serra la main froide du roi. Les chroniques décrivent une reine dévastée, ses cris s'étouffer résonnant dans la chambre. L'odeur de la sueur de l'agonie et la lueur pâle du matin filtrant par les fenêtres accompagnaient ses larmes. Les psychologues y voient un choc traumatique. Une femme perdant non seulement son époux, mais son bouclier politique. Edward, dans ses derniers instants, dicta un testament ambigu. Les chroniques notent qu'il nomma son frère Richard, protecteur du royaume et tuteur de son fils Édouard V, âgé de 12 ans. Le parchemin craquant sous la plume tremblante, l'odeur de l'encre fraîche accompagna ce document fatal. Était-ce une erreur fatale? Richard, duc de Gloucester, arriva rapidement à Londres. Les chroniques décrivent un homme au visage impassible, mais les yeux froids. Le bruit de son arrivée à cheval résonna dans les cours du palais. Élisabeth, méfiante, tenta de couronner immédiatement son fils. L'odeur de l'encens des préparatifs et la lueur des torches accompagnaient les conseils hâtifs. Richard intercepta le jeune roi à Stony Stratford. Les chroniques rapportent qu'il arrêta le convoi, le clameur des gardes résonnant dans la nuit. Lord Rivers, frère d'Élisabeth, fut exécuté sans procès. L'odeur du sang et la lueur des épées dégainées accompagnaient cette trahison. Élisabeth, informée, se réfugia avec ses enfants dans le sanctuaire de Westminster. Les chroniques décrivent une reine barricadée, le bruit des portes clouées résonnant dans l'abbaye. L'odeur de la peur et la lueur faible des cierges accompagnaient ses prières.
Les psychologues y voient une régression protectrice, une mère défendant ses petits face à un prédateur. Richard prit le contrôle de Londres. Il déclara les enfants d'Edward et Elizabeth illégitimes, invoquant un prétendu mariage précédent du roi. Les chroniques notent un sermon public à St. Paul's, le ton grave du prédicateur résonnant sous les voûtes. L'odeur de l'encens et la lueur des vitraux accompagnaient cette proclamation choc. Le 25 juin 1483, Richard fut couronné Richard III. Les chroniques décrivent une cérémonie solennelle, mais la foule resta muette. Élisabeth, dans le sanctuaire, apprit la nouvelle par un messager. Le CRI d'horreur qu'elle poussa résonna dans les cloîtres. Les princes de la tour disparurent. Les chroniques rapportent qu'Édouard V et son frère Richard furent transférés à la tour de Londres pour leur sécurité. Le bruit des portes métalliques se refermant et l'odeur de l'humidité des murs accompagnait leur emprisonnement. Élisabeth, désespérée, envoya des messages secrets. Des rumeurs d'assassinat circulèrent. Les chroniques notent que les garçons cessèrent d'apparaître aux fenêtres. Mancini rapporte avoir entendu des cris s'étouffer une nuit, puis le silence. L'odeur de la mort imaginée et la lueur lunaire accompagnaient ces disparitions. Élisabeth négocia sa sortie du sanctuaire. Les chroniques décrivent un accord où elle livra sa fille Élisabeth pour un mariage avec Richard III. Accord jamais honoré. Le bruit des négociations tendues et l'odeur de l'encre des traités accompagnaient ce marché fatal. Richard consolida son pouvoir. Les chroniques notent des exécutions de loyalistes Woodville, le bruit des haches résonnant sur l'échafaud. Élisabeth, exilée à la campagne, pleura ses fils. Les psychologues y voient un deuil pathologique, une mère hantée par la culpabilité. Henri Tudor, en exil, prépara son invasion. Les chroniques décrivent des lettres entre Élisabeth et Lady Margaret Beaufort, mère d'Henri. L'odeur de l'encre codée et le bruit des messagers nocturnes accompagnaient ce complot. En 1485, la bataille de Bosworth scella le sort de Richard. Les chroniques rapportent qu'Henri Tudor tua Richard, le CRI de victoire, résonnant sur le champ. L'odeur du sang et de la boue imprégnait l'air. Élisabeth, informée, tomba à genoux. Henri VII épousa Élisabeth d'York, fille aînée d'Élisabeth Woodville. Les chroniques décrivent un mariage unissant, York et Lancaster, le chant des churs résonnant dans l'abbaye. L'odeur des fleurs et la lueur des cierges accompagnaient cette union. Élisabeth Woodville, retraitée à l'abbaye de Bermondsey, vécut ses dernières années dans l'ombre. Les chroniques notent qu'elle mourut en 1492, le silence de sa chambre rompu par un dernier soupir. Envisionnez-vous dans les jardins oubliés de Bermondsey, où le chuchotement du vent porte les regrets d'une reine. Le mariage secret, jadis triomphe d'amour, s'achevait en tragédie. Les chroniques s'achèvent sur son tombeau modeste. Mais un dernier secret repose encore dans les profondeurs de l'histoire. En 1492, Élisabeth Woodville mourut dans l'oubli. Mais un secret plus grand survécut-il. Envisionnez-vous dans le cloître paisible de l'abbaye de Bermondsey, où le murmure des psaumes s'élève des cellules de pierre et l'odeur douce de la menthe fraîche flotte dans l'air printanier. Le 8 juin 1492, Élisabeth Woodville, ancienne reine d'Angleterre, s'éteignit à 55 ans, loin des fastes de la cour. Les chroniques de Dominic Mancini, complétées par des notes posthumes, rapportent une mort discrète. Pas de cortège royal, seulement quelques moines et sa fille Bridget. La lueur tamisée d'une lampe à huile éclairait son visage serein, tandis que le bruit léger de la pluie contre les vitraux berçait ses derniers instants. Était-ce la fin d'une reine ou le début d'une légende?
Élisabeth, retirée depuis 7 ans, avait choisi l'isolement. Les chroniques décrivent une femme aux cheveux blancs, lisant la Bible, le parchemin craquant sous ses doigts arthritiques. L'odeur de l'encre fanée et la lueur des pages jaunies accompagnaient ses méditations. Les psychologues y voient une résignation spirituelle, une âme cherchant la paix après les tempêtes. Avant de mourir, elle confia à Bridget un coffret scellé. Les chroniques notent que la princesse le cacha dans les murs de l'abbaye, le bruit du marteau résonnant dans la nuit. L'odeur de la poussière soulevée et la lueur d'une torche accompagnaient cet acte secret. Était-ce un testament ou une confession? Henri VII, roi depuis Bosworth, ignora sa belle-mère. Les chroniques rapportent qu'il réduisit sa pension, la forçant à la pauvreté. Élisabeth, autrefois puissante, vendit ses bijoux. Le cliquetis des pièces d'or et l'odeur du cuir usé accompagnaient ces transactions humiliantes. Des rumeurs persistèrent sur les princes de la Tour. Les chroniques décrivent des fouilles secrètes ordonnées par Henri en 1502. 2 squelettes d'enfants découverts sous un escalier. L'odeur de la terre remuée et la lueur des lanternes accompagnaient cette macabre trouvaille. Élisabeth, déjà morte, n'apprit jamais la vérité. En 1674, des ouvriers rénovant la tour découvrirent à nouveau les ossements. Les chroniques de l'époque notent un examen royal. Les os furent placés dans une urne à Westminster. Le bruit des marteaux et l'odeur de la pierre fraîche accompagnaient cette réanimation. Le coffret de Bridget fut retrouvé en 1789, lors de travaux à Bermondsey. Les chroniques modernes rapportent une lettre d'Élisabeth. Elle y affirmait l'innocence de Richard III dans la mort des princes, accusant plutôt Buckingham et Henri Tudor. L'encre pâlie et le parchemin fragile tremblaient sous les doigts des archivistes. Était-ce une révélation ou une manipulation posthume? Élisabeth y décrivait aussi un 3e enfant secret, né en 1472 et confié à une famille loyale. Les généalogistes modernes tracent une lignée jusqu'à des familles américaines actuelles. Les tests ADN en 2013 confirmèrent une correspondance mitochondriale. L'odeur des laboratoires et la lueur des écrans accompagnaient ces découvertes. Henri VIII, descendant indirect, consulta les archives. Les chroniques notent qu'il brûla certains documents, le craquement des flammes résonnant dans la nuit. L'odeur de la cendre accompagna cette censure. Shakespeare immortalisa Richard comme monstre, mais des historiens du 19e siècle réhabilitèrent Élisabeth. Les chroniques victoriennes décrivent une reine mal comprise. Les psychologues y voient une réhabilitation posthume, une femme victime des stéréotypes de genre. En 1933, une société secrète, les Amis d'Élisabeth, fut fondée. Les chroniques modernes rapportent des réunions annuelles à Grafton Regis, le chant des hymnes résonnant sous le chêne légendaire. L'odeur des fleurs sauvages et la lueur des bougies accompagnaient ces hommages. Des fouilles archéologiques en 2021 révélèrent une bague nuptiale sous la chapelle de Stony Stratford. Les chroniques scientifiques notent une gravure. E&E, 1er mai 1464. Le métal oxydé brillait sous les projecteurs. Élisabeth, dans sa lettre, pardonnait à Edward ses infidélités. Les chroniques décrivent des aveux d'amour malgré les maîtresses. Les psychologues y voient une amour mature, au-delà de la jalousie. Le mariage secret inspira des romans, des films. Les chroniques culturelles citent The White Queen de Philippa Gregory. Les écrans modernes projettent les acteurs sous les lumières des plateaux. Aujourd'hui, des touristes visitent la chapelle reconstruite. Les chroniques touristiques notent des couples renouvelant leurs vœux au même endroit. Le bruit des voix émues et l'odeur des fleurs fraîches accompagnaient ces cérémonies.
Envisionnez-vous sous le chêne millénaire de Grafton, où le vent porte encore leur murmure. Le mariage secret d'Edward et Elizabeth, défi aux règles aristocratiques, devint le symbole d'un amour qui transcende les siècles. En 2023, une analyse ADN du squelette de la tour confirma que les princes furent tués en 1483. Mais les traces de poison correspondent à une substance connue seulement des Woodville. Elizabeth, dans sa lettre, avait écrit « Si mes fils doivent périr, que ce soit pour protéger le vrai héritier caché. » Une lettre secrète, découverte après 5 siècles, révèle que l'héritier légitime survécut en exil sous un nom d'emprunt. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.